Bueno, bienvenido a Miu Magazine, ¿qué tal? Donc, soyez le bienvenu. Comment ça va? Merci beaucoup, ça va bien. Muy bien. Bueno, primero de todo quería saber qué es lo que va a encontrar el lector en Poli. Qu'est-ce que le lecteur va trouver dans Flic? Il va trouver un reportage longue durée, un reportage de 6 mois dans un commissariat à Paris. Et plus que le simple commissariat à Paris, c'est quelque chose qui finalement est assez universel. Ça raconte les conditions de travail d'un policier aujourd'hui dans une société occidentale. Et c'est partagé dans un quotidien violent, mais c'est partagé avec une part de violence policière et aussi une part de violence qui est intrinsèque au métier de policier. Parce que la violence dans le quotidien d'un policier, c'est quelque chose qui est quotidien. Bueno, va a encontrarse con un reportaje largo, porque es un reportaje durante 6 meses, la estancia de 6 meses en una comisaría de París, una comisaría que está en París, pero al mismo tiempo es algo mucho más universal porque cuenta las condiciones de trabajo de un policía en la sociedad occidental. Un entorno que es violento, o sea, hay una parte que es la violencia policial, por otra parte ya también se habla de la violencia intrínseca a la profesión de policía. ¿Cómo surgió la idea de infiltrarte en la policía? ¿Cuál fue tu mayor motivación a la hora de llevar a cabo esta infiltración? Mon objectif, comme je le dis, c'était de raconter le quotidien d'un policier dans un quartier populaire parisien. C'était aussi de pouvoir raconter ce que l'on ne voit jamais. Quand on parle du sujet police en France, c'est très clivant comme sujet, c'est-à-dire que vous avez une partie de la population qui va plutôt dénoncer la dégradation des conditions de travail des policiers, et une autre partie de la population qui va clairement détester la police. Tout le monde déteste la police, c'est un slogan qu'on peut entendre dans les manifestations, mais dans la société française, c'est très marqué ça. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de pouvoir, d'une part, apporter un peu de nuance à ce sujet qui, en France, est quand même hautement exposé. Et c'était de pouvoir raconter ce qu'on ne voit jamais, c'est-à-dire emmener le lecteur, prendre le lecteur par la main et l'emmener là où il n'aurait jamais pu aller s'il n'y avait pas eu une infiltration dans un endroit comme ça. Mi objetivo era contar, o sea, la vida diaria de los policías en un barrio popular de París. Quería mostrar lo que nunca se ve. En Francia el tema de la policía es un tema muy polarizado. Hay gente, o sea, que denuncia la violencia de la policía, mucha gente detesta a la policía, incluso esto es un eslogan que hay en todas las manifestaciones. Y por otra parte hay gente que la defiende. Yo lo que quería es aportar algunos matices a un tema que es altamente exclusivo en Francia. Quería tomar al lector por la mano y llevarlo allá a donde no hubiese podido ir sin la infiltración que hice. ¿Y qué dirías que fue para ti lo más duro? C'est déjà d'être confronté de manière quotidienne à la violence. C'est de voir des personnes en garde à vue ou des migrants se faire tabasser, frapper. C'est d'assister indirectement au suicide d'un policier qui travaille dans le 19e arrondissement, d'essayer de comprendre. C'est aussi de manière plus générale de vivre pendant ces 6 mois-là dans un état mental de montagne russe permanente, c'est-à-dire parfois des moments de peur, des moments d'angoisse, des moments d'ennui aussi, profonds, parce qu'il n'y a rien à faire. Aussi des moments un peu plus fraternels, de discussions un peu normales avec les policiers. C'est un mélange en fait. Il n'y a pas de moment vraiment clé, de moment vraiment plus difficile à vivre qu'un autre. C'est un mélange de tout ça, parce que tous les jours, quand vous êtes policier, vous passez un peu d'une chose à l'autre comme ça rapidement, et puis rapidement tomber dans une peur technique, et c'est encore plus vrai quand vous êtes un journaliste infiltré dans la police. O sea, yo me encontré o sea, en un estado permanente de confrontación en la vida diaria de los policías. O sea, los policías ven, o sea, los detenidos, a migrantes, por ejemplo, que son golpeados, son apalizados,
también asistí, o sea, al caso de un suicidio de un policía del Distrito 19 de París. Y intenté comprender un poco cómo se vivía este ambiente. Hubo muchas montañas rusas en lo que yo sentí. Por un lado había miedo, había aburrimiento, un aburrimiento profundo porque muchas veces no hay nada que hacer. Y después también había momentos de más fraternales, por ejemplo, cuando se discute con los policías, cuando se habla con ellos. Pero no hubo un momento clave, un momento más difícil. Fue una mezcla de todo esto. Porque en la actividad de la policía se pasa muy rápidamente de una cosa a otra. Pero no hubo un miedo crónico durante todo el tiempo. Y sí que es verdad que al final, entre el tiempo del entrenamiento, el tiempo que pasaste en el psiquiátrico y luego ya dentro de la policía, fue un proceso más largo de lo que esperabas. ¿Tenías pensado qué hubieras hecho si te hubiesen descubierto? Donc, c'est vrai qu'après la formation, donc après votre séjour dans cette institution psychiatrique, et après donc, le travail que vous avez fait au commissariat, la période a été plus longue que ce que vous aviez pensé. Non. Alors, qu'est-ce que vous en avez tiré finalement? J'en tire deux choses, c'est que d'un point de vue personnel, généralement, les infiltrations que j'avais pu faire avant, elles duraient 2 mois, 3 mois, et puis après, je décidais moi-même de pouvoir partir, parce que j'estimais que j'avais assez de choses à raconter, que je pouvais écrire sur le sujet. Là, c'est la première fois où je ne choisis pas. On me dit, tu vas devoir rester 1 an. Maintenant, je reste 15 mois, mais je n'ai pas le choix, je suis obligé. Donc, évidemment, le premier jour où j'arrive là, je me pose la question, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste dans la est-ce que je reste en infiltré ou est-ce que je pars? J'avais le choix de pouvoir partir. J'ai fait le choix de rester. Mais c'est la première fois en tout cas que je suis pris comme ça. Et ensuite, l'autre chose qui me vient, c'est assez révélateur en fait de comment sont considérés les policiers en France. Leur première affectation, ils la choisissent pas. Et moi, comme les autres policiers, je n'ai pas choisi ma première affectation. Donc, pour reprendre une expression de la police en France, il faut d'abord manger 5 mois avant de pouvoir réellement faire le métier ou d'avoir l'affectation. O sea, personalmente lo que puedo decir es que yo me había infiltrado antes varias veces en distintos sitios, pero las infiltraciones habían durado al cabo de 2 o 3 meses, decidí a irme porque pensaba que ya tenía bastante material para poder escribir. En este caso no pude elegir, o sea, porque era obligatorio quedarme 1 año, al final me quedé 15 meses y sí, o sea, que al principio me pregunté qué es lo que hacía, si me quedaba o si me quedaba. Elegí quedarme, pero fue la primera vez, o sea, que me sucedió esto. Y esto es un poco revelador de algo que pasa en Francia, y el primer destino de un policía no se dice. Destinan al policía a algún sitio y, por lo tanto, o sea, hay que pasárselo un poco mal antes de poder elegir un destino que le convenga más al policía. Y una vez que terminaste todo este proceso, ¿qué fue lo que sentiste la primera vez que saliste a la calle ya con el uniforme de policía y con el arma? Après ce processus, qu'est-ce que vous avez ressenti une fois que vous êtes sorti dans la rue, vêtu de votre uniforme et portant un... L'arme de service pèse 900 grammes. Et les premiers jours où je l'avais à la ceinture avec des vraies balles, une vraie arme, en fait, elle pesait bien plus que 900 grammes. J'avais l'impression qu'elle pesait 1 tonne. Et j'avais cette pression-là de c'est pas n'importe quoi que j'ai dans les mains. C'est pas extrêmement attention. Et puis cette attention-là, elle se dissipe peu à peu. On oublie assez rapidement qu'on a une arme et qu'avec cette arme-là, on peut tuer des gens. Et le premier jour dans la rue ou en uniforme de policier, j'étais vraiment aux aguets. Je faisais extrêmement attention à tout. Et ça, c'est ma mère qui raconte ça quand j'étais tout petit. Et quand il y avait quelqu'un qui arrivait dans une pièce comme ça, j'étais bébé, hein, j'avais mes yeux, c'était 2 grandes billes et je scrutais comme ça vraiment les gens. Qu'est-ce que c'est? C'est qui celui-là, celui qui vient d'arriver? Et ma mère, elle aime bien raconter ce truc-là. Et en fait, quand
les premiers jours, les premières semaines au commissariat, c'est exactement ça. C'est-à-dire que je ne parle pas, je ne fais que observer. Je suis aux aguets, il faut juste de me fondre petit à petit là, dans ce collectif-là. Et ça a été très difficile les premiers temps, parce que je n'avais pas vraiment de sujet de conversation à partager avec les policiers. Et ce n'est qu'au bout de 3-4 mois que j'ai réussi petit à petit à me faire une place. Mais au début, je suis très seul. Ouais. El arma que lleva un policía pesa 900 gramos. O sea, cuando yo la llevaba en la cintura, pesaba más porque tenía balas dentro, ¿no? Pero yo tenía la impresión de que pesaba 1 tonelada y que me encontraba bajo presión. Por lo tanto, tenía mucho cuidado. Este cuidado, atención, se va difuminando con el tiempo. Y después, o sea, ya no te acuerdas todos los días de que el arma puede matar a personas. Yo me sentía al acecho. Mi madre cuenta que incluso cuando yo era pequeño, abría los ojos, como dos balines, cuando entraba alguien en una habitación, incluso muy pequeño, como para preguntar quién era el que había entrado. Y así es como yo me sentía los primeros días. No hablaba, estaba al acecho y fue muy difícil para mí fusionarme con la colectivo. No tenía temas de conversación que compartir con ellos. Y más o menos me sentí muy solo durante los 3 o 4 primeros meses. Y me gustaría saber también si has vuelto a hablar o coincidir con alguno de los compañeros con los que estuviste. Quand j'ai démissionné de la police, j'ai coupé toute relation avec mes collègues, avec mes anciens collègues. Et le seul moment où j'ai reçu un message d'un policier, c'est quand d'un ancien policier, d'un ancien collègue, pardon. C'est le jour où le livre a été publié. Et ce policier-là m'a envoyé sur WhatsApp ce message. Je viens d'apprendre la nouvelle, je suis choqué. Voilà. Sinon, j'ai absolument eu aucune nouvelle de mes collègues policiers. Et c'était complètement délibéré de ma part de couper les ponts, de couper les liens avec eux une fois que j'avais terminé mon infiltration, parce que les liens qui avaient pu se créer avec eux, je savais pertinemment qu'ils n'allaient durer que le temps de l'infiltration. Après, ça serait terminé. En fait, j'avais peur de leur réaction. Je ne pouvais pas leur dire, que j'étais un journaliste infiltré dans leur commissariat, parce que j'avais peur de leur réaction. Je ne savais pas comment ils allaient réagir. Le métier de policier est tellement corporatiste que c'est très compliqué de pouvoir. Voilà, même les gens en qui on peut avoir un peu confiance, on peut toujours se dire je prends le risque d'éventer ça, donc je préfère ne rien dire. Bueno, cuando dimití de mi trabajo, corté la relación, o sea, con todos mis colegas. Únicamente recibí un mensaje una vez se publicó el libro. Un colega me mandó por WhatsApp, acabo de enterarme de la noticia, estoy en shock. Pero no he tenido ninguna noticia más de ningún colega. Y esto fue algo deliberado por mi parte. O sea, yo quise cortar todas las relaciones, cortar los puentes. Yo sabía que los vínculos que tenía con ellos durarían hasta el final de mi infiltración. Y yo tenía mucho miedo de su reacción, o sea, porque tenía miedo de decirles que yo era un periodista infiltrado. No sabía cómo iban a reaccionar. El entorno de la policía es muy corporativista y por lo tanto es difícil confiar en alguien. Y de esta manera preferí callarme. ¿Y qué piensas cada vez que ves a un policía por la calle? ¿Ha cambiado mucho tu idea sobre ellos? Lorsque si vous voyez un agent de police dans la rue, est-ce que votre façon de a changé? Oui, ma façon de changer à penser, parce que bon, déjà, il faut savoir qu'avant d'être policier, avant d'infiltrer la police, moi, je ne connaissais pas du tout ce monde-là. C'est-à-dire que dans ma famille, dans mes amis, les gens que je connais, il n'y a pas de policiers, il n'y a pas de militaires. Voilà, donc c'est un monde qui m'était totalement inconnu. Donc je ne savais pas ce que c'était exactement que de travailler comme policier, de vivre comme policier. Et aujourd'hui, quand je recroise des policiers dans la rue, j'ai beaucoup d'empathie en fait pour eux, parce que je me dis, les pauvres, vous ne faites pas un boulot facile. Là où j'habite à Paris, il y a un commissariat qui est juste à côté. Et des fois, quand je vais chercher, je ne sais pas, quand je vais faire des courses, quand je vais chercher à la boulangerie,
je les vois devant la porte du commissariat. Donc, je me revois un petit peu. Moi, il y a 1 an et demi, devant une porte comme ça, je me dis, ouais, il est 7h ou 8h du matin, il pleut, je ne vous envie pas. Vous n'avez pas un boulot facile et en plus, c'est un poste qui n'est vraiment pas intéressant. Donc, voilà, donc j'ai de l'empathie pour je le croise. Par contre, l'arrondissement où j'ai travaillé, je n'y remets pas les pieds. C'est-à-dire que je me suis interdit moi-même de cet arrondissement-là à Paris. Je ne veux pas y aller parce que je n'ai pas envie de tomber sur ces policiers-là. Sí, o sea, mi manera de verlo ha cambiado. O sea, yo no conocía para nada el mundo de la policía. En mi familia, entre mis amigos, no hay ni policías ni militares. Y yo no sabía, o sea, cómo se vivía como policía. Y ahora cuando me cruzo con policías, lo que siento es empatía. Le digo, pobres, o sea, no hacéis un trabajo fácil. Ahora, donde yo vivo, cerca hay una comisaría y cuando voy a comprar el pan, por ejemplo, paso por delante, son las 7:30 de la mañana y me vuelvo a ver, o sea, hace 1 año y medio cuando yo también hacía lo mismo. Llueve, es muy pronto y verdaderamente no envidio su trabajo, o sea, porque están haciendo un oficio que no es interesante. En cambio, al distrito 19 de París no he vuelto. O sea, me he prohibido pisar ese territorio porque tengo miedo de encontrarme con los antiguos colegas. Y nos gustaría saber qué es lo que crees que debería cambiar en el sistema policial francés, teniendo en cuenta la experiencia que tú has tenido. Donc, après l'expérience que vous avez eue, qu'est-ce qui devrait changer dans le système policier français? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses, c'est la formation des policiers qui est insuffisante. Si je reprends mon cas, moi j'ai été formé comme policier en 3 mois d'école. Je suis sorti de là avec une habilitation pour porter une arme sur la voie publique. Dans cette formation-là, il y a un certain nombre de manques sur la question des violences conjugales, par exemple, parce que les violences conjugales, c'est 3 heures de formation. Et dans les 3 heures de formation, il y a 2 heures où on regarde un film. Il n'y a pas de mise en pratique concrète. Et c'est la majorité des interventions de police. Les violences conjugales, les différends entre voisins, les violences intrafamiliales. Ça, ce sont des gros manques. La police a 10 ou 15 ans de retard sur ces questions-là. En France, en 2019, 121 femmes ont été tuées par leur conjoint. Et la police est très mal formée sur ces questions-là pour préparer ça, pour répondre concrètement sur le terrain à ça. Donc ça, c'est le premier gros manque. Ensuite, c'est une amélioration des conditions de travail des policiers. Ça passe par énormément d'argent et des millions d'euros pour rénover les commissariats, pour améliorer leur équipement, parce que souvent les policiers achètent leur équipement avec leur propre argent, pas suffisant. Évidemment, c'est un vrai problème. L'administration leur donne un équipement qui n'est pas de bonne qualité, donc après ils rachètent leur équipement. Donc ça ne va pas, c'est pas possible. Les voitures, elles sont souvent en panne parce qu'on a fait des coupes budgétaires, il y a moins de garages pour la police. Et enfin, le dernier point qui est fondamental à améliorer, c'est la question de la police des polices. On a une structure en France qu'on appelle la police des polices. Et la question, c'est le manque d'indépendance de la police des polices. C'est-à-dire que lorsque vous avez une affaire de violence policière, ce sont des policiers qui vont enquêter sur d'autres policiers. Tout ça dépend du ministre de l'Intérieur et de la police et la police des polices. Donc évidemment, ça peut être une indépendance. Donc, il faut une réforme de ça. Là, en France, la police n'a jamais été réformée. Depuis qu'elle existe, elle a été créée dans les années, pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle n'a jamais été réformée depuis. Il y a une forme de chape de plomb sur ce sujet police. En Espagne, par exemple, après les années Franco, il y a eu une réforme de la police. Peut-être imparfaite, je ne sais pas, je ne suis pas spécialiste de la police en Espagne, mais elle a été faite, elle a été réalisée. Il y a eu quelque chose, il y a eu une tentative. En France, on ne le sait même pas. On parle, mais on n'agit pas. Voilà. Bueno, muchas cosas deberían cambiar. O sea, la formación es insuficiente. En mi caso, mi formación duró 3 meses. 3 meses que estuve en la escuela. Es una formación después de la cual nos habilitan para llevar un arma. Y tiene muchas carencias. Por ejemplo, todo el tema de la violencia doméstica. Solo se le dedican 3 horas durante la formación. Y de estas 3 horas, 2 se dedican a ver una película.
Y cuando en la práctica, o sea, es una de los casos, o sea, más importantes, o sea, con las peleas entre vecinos, por ejemplo, y los casos de violencia conjugal. Y en los 10, 15 últimos años esto pues ha aumentado mucho. El último año hubo 121 mujeres matadas en parejas. Después, o sea, se tendrían que mejorar las condiciones de trabajo de los policías. Esto requiere muchísimo dinero, muchísimos millones de euros. Em, Habría que rehabilitar las comisarías, los equipos que se dan también a las policías. Son de mala calidad lo que se les da y entonces ellos tienen que completarlos, tienen que comprar algunas cosas. Lo mismo con los coches, pues hay muy pocos talleres ahora para los coches de policía y esto es debido a los recortes que se han hecho. Otro tema es la policía de las policías en Francia. Es un organismo que es el que controla a la policía, pero este organismo no es independiente. O sea, cuando hay un caso de violencia policial, se somete este caso a la policía de policía. Pero este organismo también depende del Ministerio del Interior y no es independiente. Y ahí tendría que haber también una reforma. La policía fue creada durante la Segunda Guerra Mundial en Francia y hay como toda una especie de silencio en cuanto a su funcionamiento. En España, por ejemplo, después de Franco se hizo una reforma de la policía, no sé si imperfecta, pero en todo caso se intentó hacerlo. En Francia se habla mucho, pero se actúa muy poco. Y bueno, respecto al libro, es verdad que está escrito como si se tratase de una novela. ¿Cómo fue este proceso de escritura? ¿Tenías claro lo que querías contar y cómo hacerlo? Donc, concernant le livre, il est écrit comme si c'était un roman. Est-ce que vous savez ce que vous voulez raconter? Le sujet, c'était la police. Après, je ne savais pas, moi, sur quoi j'allais tomber. Je ne savais pas avec qui je devais travailler. Je ne savais pas où j'allais travailler. Je ne savais pas ce que j'allais voir. Il y a toujours énormément de choses qu'on ne maîtrise pas quand on fait une infiltration. On maîtrise le sujet, c'est-à-dire qu'avant d'aller infiltrer un commissariat, je me suis beaucoup documenté. J'ai lu beaucoup de livres, j'ai vu des films, des documentaires, etc. sur la police. Mais concrètement, mon quotidien, je ne savais absolument pas ce que j'allais pouvoir raconter. Je savais que j'allais raconter le quotidien d'un policier dans un mouvement populaire à Paris. Donc, j'avais mes journées de travail. Et après chaque journée de travail, j'avais 2 heures de prise de notes. Parfois, pendant mes journées de travail, j'ai fait des notes discrètement sur mon téléphone. J'ai enregistré aussi des fois des conversations. C'est pour pouvoir mieux les raconter, pour être le plus près de la réalité, coller le plus près possible à la réalité que j'avais vécue. Et c'est tout. Pour le reste, je ne savais pas ce que j'allais raconter exactement, hormis que j'allais parler de la police au quotidien. Bueno, el tema sí que lo conocía, o sea, era la policía, pero no sabía ni dónde iba a trabajar, ni con quién, y había muchas cosas, o sea, que yo no dominaba. O sea, dominaba el tema porque me había documentado, había visto películas, había leído libros, había visto también documentales sobre la policía, pero yo lo que quería era explicar la actividad diaria de un policía en un distrito popular como el distrito 19 de París. Después de mi día, de mi jornada laboral, o sea, yo tenía 2 horas dedicadas a tomar apuntes. Aparte de los apuntes estos que tomaba después del trabajo, también durante el trabajo grabé algunas conversaciones en mi móvil, porque lo que yo quería es estar más cerca de la realidad. Y bueno, ya para terminar, me gustaría saber si tienes algún otro proyecto en mente. Alors, ça ne sera pas une infiltration. Je suis retraité de la police nationale française, je suis aussi retraité de journalisme et d'infiltration. Par contre, dans le livre, il y a un long passage. Non, dans le livre, il est court, mais je recommence. Dans le livre, il y a un passage sur la psychiatrie, sur la structure psychiatrique dans laquelle je travaillais.
Et avec mes éditeurs français, on a fait le choix de parler de la police et du coup de moins parler de la psychiatrie parce que c'était faire le grand écart entre police et psychiatrie dans un livre sur la police. Du coup, c'était difficile à tenir. Donc, du coup, j'ai beaucoup de matière documentaire sur la psychiatrie. C'est 15 là. Donc, le prochain sujet, c'est sur la psychiatrie. L'idée pour moi, c'est de retrouver des gens que j'ai emmenés à l'hôpital et de pouvoir les faire parler de ce que c'est qu'au quotidien souffrir de problèmes mentaux. Comment est-ce qu'on devient, entre guillemets, un malade mental. Voilà, c'est le sujet. À quel moment ça bascule et tout en essayant de dégager le plus possible le côté dangereux qu'on peut avoir. Je pense qu'on a tous des clichés par rapport à ça. Quelqu'un qui est malade mental, c'est quelqu'un qui est dangereux. Les chiffres montrent que ce n'est pas du tout le cas. Si je reprends les chiffres français, sur toutes les hospitalisations chaque année, vous avez environ 2% de personnes qui ont un réel potentiel de dangerosité vis-à-vis des autres. Et du coup, ça fait 98% des gens qui sont dangereux pour eux-mêmes, donc des gens qui sont vraiment malades. Donc c'est ça que je veux raconter. En todo caso, o sea, no será una infiltración. No será una infiltración, o sea, yo ahora ya soy un jubilado de la policía y también me he jubilado del periodismo de infiltración. El próximo libro versará sobre la psiquiatría. O sea, yo estuve durante 15 meses en una estructura psiquiátrica y con mis editores franceses, o sea, hemos hecho hicimos una especie de lección. En el primer libro se hablaría de la policía, pero yo después, o sea, tengo muchísimo material sobre el tema psiquiátrico. Yo pasé 15 meses en esta institución psiquiátrica y eso será el próximo tema del próximo libro. Me gustaría encontrar a la gente a la que yo llevé a esta institución psiquiátrica. Querría saber cómo es su vida, la vida diaria de los enfermos mentales. Querría saber también cómo se cae en esta categoría de enfermo mental. Y también hablar del peligro, ¿no? Porque estamos rodeados de tópicos y se piensa que los enfermos mentales son peligrosos. En Francia hay ingresos que dicen que hay informaciones que nos dicen que de todos los ingresos solo hay un 2% potencial de peligrosidad para los demás. Y no, o sea, el 98% restante pues no es así. Muchas gracias. Muchas gracias.